Euh, alors, pour démarrer, je voudrais remercier Fabien pour son invitation, à la fois à parler ici et puis à exposer dans l'exposition de la galerie. Je profite de ce que j'ai la parole publiquement pour inviter la personne qui a pris l'œuvre que je présentais dans l'exposition et l'a emmenée chez elle à éventuellement la ramener. Euh, voilà, enfin, c'est toujours flatteur hein, en tant qu'artiste comme situation, mais néanmoins un petit peu ennuyeux. Alors il se trouve que ça fait quand même un écho un peu intéressant avec ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, puisque le titre de la communication que je vais vous faire, qui a bien évidemment radicalement changé par rapport au titre original que j'avais soumis, est Survivre au musée. Ou survivre à l'exposition, enfin oui, survivre à l'exposition, peut-être plus juste. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'avais pensé, les choses se sont un petit peu radicalisées au fur et à mesure de mon travail de recherche et d'écriture. Un propos préalable d'abord, je vais parler là, enfin, ce matin, en tant qu'artiste, plutôt qu'en tant que théoricien, ce qui va me laisser un certain nombre de licences pour être à la fois un petit peu approximatif dans certains éléments historiques et théoriques, et puis aussi d'être un petit peu vague quant au temps qui m'est imparti, que je vais probablement dépasser de quelques minutes. Voilà, vous verrez je double un peu ce que je raconte d'une espèce de second discours qui est un discours visuel que j'ai conçu un peu en parallèle à ce que je dis. Donc j'espère que les deux arriveront plus ou moins à coïncider de temps en temps et à se retrouver. Voilà, bon, ça c'était un peu pour les préalables. Sur la question qui est celle qui nous occupe, qui est cette relation entre l'art et le langage, euh, j'ai essayé de penser, et qui était voilà, un problème qui me préoccupe, euh, la manière dont le musée, au sens très large, hein, galerie, institution, fondation, enfin, d'une manière générale, le musée est un lieu de conflit. En quoi ce conflit qui se produit dans le musée, hein, vous allez le voir là à l'instant, est un conflit qui met en jeu à la fois la question artistique et la question du discours. Et en quoi ce lien comme ça entre l'artistique et le discursif propose quelque chose qui relève d'abord d'une question de fiction, ou plutôt d'une question de différentes fictions. Alors je suis pas, voilà, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, hein, puisque voilà, je m'excuse d'interrompre comme ça mais, le film à un moment assez important, c'est quelque chose qui est posé déjà hein, dans une lettre du 29 novembre par Marcel Brotars, qui est la lettre inaugurale. Vous pouvez voir à la Galerie Espace pour l'Art la version française de ce texte-là. Brotars écrit lorsqu'il évoque en fait le discours qui est le discours inaugural du musée, hein, du département des Aigles. Brotars écrit les discours ont eu pour objet notamment le rapport entre la violence institutionnalisée et la violence poétique. Et finalement, c'est un peu ça que je vais essayer de creuser, c'est cette question-là, comme ça, de ce rapport entre une violence institutionnalisée et une violence poétique, qui se... Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Ah, ce Mac ne peut pas se connecter à iCloud. Nous ferons ça plus tard. Hop là. Vous voyez la violence institutionnalisée qui s'exerce hein, à tous les niveaux, y compris voilà, au niveau informatique. Mon hypothèse du coup de départ est que la question de l'histoire de l'art, enfin, comme son nom l'indique, hein, est une mise en histoire, une narration et un geste de fiction. C'est-à-dire, pour prendre un point de départ, lorsque Vasari écrit Lévi en 1550, l'intention historique, l'objectivité historique est assez difficile à démêler de la question de l'invention littéraire et puis du calcul politique qui préside au texte.
Il y a donc quelque chose qui se donne comme une histoire, mais qui, derrière, se propose comme une version possible de ce qu'est la chose et la continuité artistique. De la même manière, on peut évidemment envisager que ce qui se passe notamment au début du XXe siècle, hein, avec le combat des avant-gardes, relève effectivement d'un combat comme ça pour une ligne de front, hein, où chaque avant-garde vient tenir pendant un temps la ligne de front jusqu'à ce que l'avant-garde suivante vienne récupérer pour un temps la direction de la fiction générale. Ça converge, hein, évidemment, dans le futurisme et quelque chose qui est voilà, une célébration de la guerre comme fait esthétique. Hein, puisque ce combat des avant-gardes que je vous raconte est effectivement exactement le même qui se déroule dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. L'effondrement ce qu'on appelle, hein, assez communément, je fais des très grands raccourcis, hein, vous voyez, puisqu'on vient de passer de 1550 à 1914, puis aux années 60, ce qu'on appelle l'effondrement des grands récits est quelque chose qui, je reste dans le vocabulaire militaire, hein, qui démobilise l'artiste. Le critique d'art étant dans le tombé au champ d'honneur, donc l'artiste se retrouve un peu seul et démobilisé dans un espace qui est un espace en apparence ouvert. Je vous passe le morceau sur la CIA, qui est un espace en apparence ouvert où vont se disputer une multitude de micro-récits, hein, divers, variés, chaque fois équivalents et qui se tiennent les uns à côté des autres, un petit peu comme des produits, hein. Alors c'est évidemment la question de la consommation qui est posée et qui est affrontée par l'artiste selon une quantité assez conséquente de stratégies sur lesquelles je ne m'étendrai pas, hein, que ce soit la stratégie, on va dire, de Picasso, hein, qui est une espèce de stratégie entrepreneuriale, ou celle de Duchamp, qui est un travail de retrait vis-à-vis de tout ça. Voilà ce rapport et cette tension-là, comme ça, de l'artiste par rapport à cette question-là du récit. Je le résumerai dans une phrase assez belle de Robert Linsley qui, en 1997, écrit la chose suivante, je le cite, et il parle de Duchamp, de Mallarmé, des artistes contemporains, puisque le texte est autour de Rodney Graham. Linsley écrit le modernisme du dandy s'éteint forcément dans le célibat s'il ne s'unit pas à son autre entre guillemets féminin, la culture de masse. Alors c'est évidemment l'une des stratégies, hein, le dandysme, on va dire le dandysme de masse, c'est l'une des stratégies de Warhol, hein, qui est une stratégie qui fonctionne temporairement. Je vous ai mis plein de Warhol parce que j'aime bien Warhol, qui fonctionne d'une manière assez temporaire puisque assez rapidement, hein, le dispositif de production, de circulation des images et de consommation des objets finit par prendre en compte totalement et par assumer parfaitement son principe de mort, hein. Vous voyez ici un shooting Calvin Klein devant un accident d'ambulance mis en image par Andy Warhol, et qu'au-delà d'assumer déjà son principe de mort, il se produit quelque chose dans l'espace même du musée qui est rattrapé par, on va dire, voilà, cette espèce de grand mouvement de restructuration idéologique. Vous voyez ici la blogueuse Aimee Song avec le sac Neverfull MM devant le tableau Jeune fille jouant avec son chien de Fragonard. Ici le sac Palm Spring devant la chasse au tigre de Rubens. Et puis voilà, c'est cette jeune fille que vous connaissez bien évidemment puisqu'il s'agit de Chiara Ferragni, je ne sais pas qui c'est. Le mouvement qui s'opère dans le musée, hein, est lié à cette espèce de rapport très particulier du récit et de la question du langage, puisqu'il arrive à l'art exactement ce qui est arrivé à la lessive, hein, c'est-à-dire que le produit disparaît progressivement derrière le marketing, la communication, la distribution, et l'objet d'art devient, on pourrait dire en termes marketing, hein, le support d'une expérience de consommation. Alors ça quelque chose qui est
voilà, qui est très vite perçu par les artistes. Je vous montre là un extrait de Bande à part de Jean-Luc Godard, où voilà, la voix off, mais vous connaissez peut-être, dit quelque chose comme attendez, je peux la voir quelque part. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demande Odile. Franz avait lu dans France Soir qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. Et donc, bon, ils font effectivement mieux, puisque dans cet extrait-là, Godard, la voix off de Godard précise ensuite qu'il réalise un score de 9 minutes 32 secondes, si mes souvenirs sont bons. Et cette accélération-là du musée, elle est évidemment validée quelques années plus tard, puisque la construction de la pyramide du Louvre a pour fonction principale et centrale d'accélérer et de distribuer le flux des visiteurs qui le traversent, dans une sorte de réalisation de ce qu'a proposé Godard. Ce changement de vitesse, il est fondamental parce que il provoque quelque chose dans le musée, c'est-à-dire cette accélération-là renverse le programme muséal. Ce qui était jusqu'à présent la fonction du musée, on construit un musée pour protéger des œuvres. Aujourd'hui, on produit des œuvres pour remplir le musée. Alors, je suis évidemment un peu radical là-dessus, mais effectivement, la programmation du musée devient une question de contenu parce que le musée lui-même est devenu le médium central. Du moment où effectivement il n'est plus lié à une histoire de l'art qui serait une histoire commune, voilà, je vois que vous ne m'écoutez plus. Du moment où il n'est plus lié à une histoire commune, le musée contemporain, qu'il soit public ou qu'il soit privé, se retrouve en concurrence avec les autres musées. Donc il doit effectivement se distinguer des autres comme un produit, et c'est donc là c'est ce qui illustre c'est quelques images, c'est qu'effectivement c'est un très bon moment. Puisqu'on s'aperçoit d'une chose, c'est le recul effectivement d'une architecture qui serait une architecture fonctionnaliste, même si là il y a une refonctionnalisation de l'architecture, au profit d'une autre architecture qui serait, si vous voulez, une architecture signalétique. C'est d'ailleurs pas pour rien, effectivement, que les musées sont toujours construits par les garants, en quelque sorte, d'une sorte d'originalité générique, qui sont Jean Nouvel, Franck Gehry, Zaha Hadid, Tado Ando, voilà, une espèce de setlist comme ça très courte. Et c'est parfaitement symptomatique. On a pu lire début janvier, au moment de la construction l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi, cette information intéressante, qui était que le couple Macron voulait faire de l'Élysée un petit Louvre à Abu Dhabi. Et c'est une espèce de formulation très claire, puisqu'elle nous dit bien que le pouvoir fantasme ne fantasme pas le contenu, le pouvoir fantasme le contenant. C'est pas le Louvre qui intéresse, c'est le Louvre à Abu Dhabi. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est la franchise, c'est le réseau, c'est les succursales, et c'est comme ce dont on parlait hier, les comptes de résultats, en quelque sorte, qui produisent. Alors, les artistes, évidemment, dans cette espèce de dispositif assez complexe, ont pressenti très vite ce qui se passait. Les Californiens qui vivent à côté de Disneyland ont compris très rapidement aussi comment le musée était en train de devenir un parc d'attractions. Et au moment de l'ouverture du LACMA, simultanément à l'ouverture du LACMA, en 1965, Ed Ruscha peint cette toile qui s'appelle de Los Angeles County Museum on Fire. Et donc voilà, littéralement le musée est en train de brûler. La même année, Ben Vautier réalise cette pièce Fluxus, cette Fluxbox absolument sublime qui indique, vous voyez, utiliser ces allumettes pour détruire tous les musées, toutes les librairies d'art, tous les ready-made, le pop art, et comme moi, Ben, je signe tout comme une œuvre, utiliser ces allumettes pour tout détruire et garder la dernière allumette pour brûler cette boîte et cette allumette. Donc une réponse un petit peu radicale qui est littéralement mise en œuvre en 1985 par Chris Burden,
qui conçoit cette pièce, hein, qui s'appelle Samson, où très simplement le flux des visiteurs qui entrent dans le musée va articuler un petit tourniquet, et le petit tourniquet va se répercuter sur un dispositif qui découple le mouvement et qui va progressivement écarter les deux barres, les deux tasseaux de bois pour faire progressivement s'écrouler le musée. Hein. Je vous le rappelle, Samson et après qu'on lui ait coupé les cheveux et que ses cheveux aient fort heureusement repoussé, finit par faire s'effondrer le temple, alors le temple du faux dieu, hein, sur les visiteurs et les utilisateurs du lieu. Alors ça se joue, c'est central, hein, tout ça se joue au niveau du symbole, de l'image et du langage, mais parce que l'enjeu, c'est justement quelque chose qui se place au niveau du symbole, du symbole, de l'image et du langage. Hein. L'enjeu, c'est l'emprise justement que peut avoir l'institution sur la fiction de l'art. Hein, en témoigne notamment la médiation l'obsession de la médiation, hein, sur les sites qui fonctionnent assez souvent comme une entreprise écran, hein, comme une sorte de travail de normalisation. Alors, par exemple, un médiateur du Louvre qui s'est mis devant le tableau. Qu'est-ce qui s'articule face à ça, au-delà de ce geste comme ça, un petit peu anarchiste, cette espèce de volonté de destruction ou de contre-attaque, hein, qui est celle de Ben ou de Ruchet, etc., et qui est évidemment inopérante dans le réel, c'est, je pense, la question de la narration. Et c'est la narration qui permet, d'une certaine manière, à l'artiste de reprendre la main sur cette question. C'est ce que produit par exemple Gianni Motti lorsqu'il fait sa rétrospective au Migros Museum en 2004, puisqu'il présente un espace qui est entièrement une sorte de parcours. Hein. Là, tout est fermé, vous avez une espèce de grand parcours entouré de bois, et lorsque vous êtes arrivé, vous êtes simplement pris en charge par un médiateur, et puis ce médiateur va vous accompagner vers la sortie, en quelque sorte, tout en vous racontant un petit peu les œuvres réalisées par Motti. Donc il fait, en faisant ça, en fait, il produit quelque chose d'intéressant, il ramène le travail artistique à une question de narration, et il expose tout simplement la médiation. Si on revient à Grand-Papa, on se retrouve aussi dans un dispositif qui est du même ordre, puisque le fameux urinoir, hein, dont le musée n'expose souvent que la photographie, hein, ou le facsimilé réalisé en 64 pour Arturo Schwartz, en réalité, comment se manifeste cet urinoir? Il se manifeste d'abord comme une histoire, hein, puisque évidemment il n'est pas montré au Salon des artistes indépendants, puisqu'il est refusé. On n'a d'ailleurs aucune trace ni de l'objet, ni de l'événement. Voilà, tout ce dont on dispose, c'est une publication, c'est-à-dire un texte accompagné d'une image, et ce texte accompagné d'une image nous produit une histoire, qui est l'histoire de ce refus, du rejet de cet objet, et c'est évidemment raconté dans un espace, hein, qui s'appelle The Blind Man, donc autant dire qu'il n'y a rien à voir d'une certaine manière, et que The Blind Man, vous le savez là aussi, hein, c'est bien évidemment c'est Homère, c'est celui qui raconte, et c'est celui qui fabrique et qui transporte la parole du mythe. Donc il y a quelque chose qui se déplace comme ça dans un travail pour l'artiste, qui est un travail narratif et qui est un travail de produire une fiction. Et effectivement, puisque on est dans un espace où le musée devient son propre message, et donc le musée se préoccupe avant tout de lui-même, l'artiste se retrouve donc obligé de faire du musée son propre matériau. Alors Marcel Brottars, on repasse quand même par Brottars, hein, Marcel Brottars, dont on peut se demander d'ailleurs s'il a jamais cessé d'être écrivain, contrairement à ce qu'il le prétend, ou poète, expose ainsi, hein, dans son carton inaugural, le dispositif dans lequel il se place, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire, il nous dit voilà l'histoire de mon travail, j'ai rencontré le galeriste, il m'a dit ah bah tiens, ça va être chouette, on va faire quelque chose, je vais prendre 75%. C'est plutôt une bonne... Non, non, il prend pas ça, je ne sais plus quel pourcentage que prend la galerie.
Non, mais ça, c'est certaines galeries, mais c'est pas sa galerie. Sa galerie est plus cool, elle prend moins, elle prend 50, peu importe. 50, hein, ouais. Et c'est en tout cas important de noter aussi que ce texte-là, hein, puisqu'il s'agit bien d'un texte qui ouvre le travail artistique de Brotars, est imprimé sur un autre texte. Et qui a donc bien une concurrence et une compétition pour la parole, hein, et pour ce qui est raconté, puisque il va y avoir voilà, une espèce de double jeu entre le texte de Brotars qui va être inscrit, surécrit sur un autre texte. Mais Brotars ne fait pas qu'écrire cette fiction, puisqu'il la pose simultanément dans le champ de l'art et dans le champ du langage, avec ce qui est le musée d'art moderne et là, le département des Aigles, et qui ne fonctionne pas juste comme une œuvre, qui ne fonctionne pas juste comme un discours, mais qui opère au contraire sur les deux plans, et à la jonction des deux plans dans un dispositif qui est un dispositif qui fabrique de l'histoire. C'est ce qui se passe aussi, je ne m'attarde pas sur Brotars, hein, c'est ce qui se passe chez un autre Belge, hein, qui est Guillaume Bayle, où Guillaume Bayle va lui aussi littéralement produire des fictions dans le réel, puisque par exemple voilà une exposition de 1980 où vous vous rendez au centre culturel de Warende et vous arrivant dans le musée, vous êtes confronté à un surmusée qui est ici le musée des isoloirs, hein, et donc il y a comme ça une espèce de situation assez complexe à gérer et à entendre, c'est-à-dire voilà, comment moi, spectateur d'art contemporain, je suis en face d'un musée qui très sérieusement se présente comme un musée des isoloirs, ou dans d'autres cas un musée du bidet. Voilà, alors vous voyez qu'il y a des reproductions de peintures. Alors c'est très amusant. Alors c'est dommage, je n'ai pas le temps de creuser ça, mais j'avais fait il y a quelques années un entretien avec Guillaume Bayle. On disait bon et alors Brotars. Et on dit ah Brotars, non pas du tout, je vois pas. Alors, bon, évidemment, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. C'était comme ça que j'avais commencé à réfléchir. C'était sur toutes ces tactiques déceptives, hein, de l'artiste dans la manière dont il s'échappe et dont il s'éclipse. Et c'est effectivement cette question-là. Alors, voilà, on sait encore d'autres œuvres de Guillaume Bayle, hein, qui, voyez, se donnent. C'est le cas, j'en parle absolument pas, mais je vous le montre quand même parce que l'image est absolument sublime. C'est le cas d'un musée qui se trouve à Los Angeles, qui s'appelle The Museum of Jurassic Technology, qui est un espace absolument incroyable et qui va avoir, alors quand on en fait l'expérience, je vous invite à traverser l'Atlantique et à y faire une visite. C'est un moment de visite muséale qui est absolument déroutant, et d'autant plus déroutant qu'il met complètement en lumière et qui l'éclaire d'une manière incroyable la dimension strictement narrative de tous les autres musées que vous avez pu forcément aller voir, puisque vous n'avez pas traversé l'Atlantique juste pour voir le Museum of Jurassic Technology. Donc vous êtes allé au Getty, vous êtes allé au LACMA, vous avez vu comme ça cette idéologie du musée, de la transparence, et vous rentrez dans cet espace qui est d'une opacité absolue, qui est incompréhensible, où sont présentés des petits dingos qui sont sculptés dans le chat d'une aiguille. Voilà, un espace absolument remarquable. Alors, on n'a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur du musée. Je suis donc allé sur Google Street View pour en récupérer une image. Alors il se trouve, c'est pas de chance, mais en même temps c'est quand même merveilleux que le musée qui se trouve ici, là, dont vous pourriez distinguer sur le Museum of Jurassic Technology, c'est écrit ici, se trouve masqué par ce gros buste sur lequel il y a écrit DOPT. C'est tellement beau que j'avais quand même besoin de vous le montrer rapidement. Ce qui m'intéresse dans ces ensembles de stratégies et de stratégies narratives qui sont mises en place par les artistes dans ce combat, hein, assez complexe qui se joue avec le musée, c'est aussi celles, au-delà de celles qui peuvent être posées par Brotars ou par Bayle avec leurs musées respectifs, c'est celle de quelqu'un qui s'appelle Rodney Graham, vous connaissez probablement, et qui va avoir une qualité, c'est qu'il déplace le combat à l'intérieur même du musée. C'est-à-dire qu'il déplace le champ de bataille dans l'espace même du musée, et ça avec un travail qui est un travail photographique notamment, conceptuel notamment,
Là, je vous montre voilà, une image assez exemplaire, hein, puisque ça s'appelle Artist in an Artist Bar 1950s, c'est-à-dire voilà, artiste dans un bar d'artistes dans les années 50. Et Graham, en produisant une pièce comme celle-là, génère une certaine quantité d'écart, produit une certaine quantité d'écart. C'est-à-dire que dans une œuvre, dans cette œuvre telle qu'elle est proposée, vous avez deux types d'images. Vous avez l'image photographique, hein, c'est un caisson lumineux qui mesure 2 mètres de haut par 1,50 m de large. Cette photographie, et puis vous avez toutes les peintures qui sont visibles à l'intérieur de cet espace et qui ont été peintes par Rodney Graham. Vous avez deux niveaux de l'image. Vous avez deux niveaux temporels, puisque le titre de l'œuvre nous dit bien que voilà, on est dans les années 50, et en même temps le cartel va apporter l'indication suivante, hein, Artist in an Artist Bar 1950s, 2016, puisqu'il s'agit d'une œuvre de 2016. Donc il y a ce second écart qui se pose. Et puis il y a un troisième écart évidemment fondamental qui est celui du corps, puisque cette œuvre de Rodney Graham représente un peintre qui est un personnage de fiction, qui est joué par Rodney Graham lui-même. Il ne le fait pas seulement dans ce cas-là, puisqu'il le fait aussi dans quantité d'autres œuvres. Je vous montre ici une reconstitution d'une pseudo-performance, pseudo-fluxus dans les années 70 qui s'appelle Lobbing Potatoes at a Gong, qui consiste à jeter des patates sur un gong, et qui donc a été filmée en Super 8 comme si la performance avait été filmée en Super 8 dans les années 60 et présentée comme telle. Ici, une espèce de personnage qui serait un gars retiré au Nouveau-Mexique, vers Taos, quelque chose comme ça, et qui produit des œuvres à partir de cure-pipe. Donc toutes les sculptures et les petites peintures sont produites à partir de cure-pipe, ou celle-ci qui est un peu programmatique parce que c'est l'une des premières qui s'appelle The Gifted Amateur, et le titre exact que je dois peut-être avoir quelque part dans une note, voilà, c'est ça s'appelle The Gifted Amateur, et entre parenthèses 10 novembre 1962. C'est-à-dire que cette image documente un moment extrêmement précis, hein, dans l'histoire de l'art de Rodney Graham, c'est-à-dire comment le dimanche 10 novembre 1962, et c'est parfaitement documenté notamment par le fait que le journal du matin est étalé sur le sol, donc on est très précisément dans un espace ancré historiquement. Hein, ce type qui est allé à une exposition de Maurice Louis a été complètement perturbé par ce qu'il a vu. C'est une espèce de cadre qui vit dans cette maison moderniste extrêmement chic. Perturbé par cette exposition de Maurice Louis, il finit par... Vous voyez, il lit, il sort toutes les monographies qu'il a sur l'art moderne, qu'il bouquine. Il fume des clopes, il réfléchit, et finalement il va acheter de la peinture et il commence à produire ces toiles-là. Quel est le tour de force que produit Graham dans cette histoire? C'est que l'artiste qu'il crée finit par prendre le pas sur l'artiste qu'il est. Graham va, en tant que personne, en tant qu'artiste contemporain exerçant dans les années 2000, va se disparaître progressivement. Hein. Les titres de ses expositions, de ses dernières expositions au consortium étaient « You should be an artist ». La dernière exposition, là, en date, qui est en train de se terminer, qui se joue à Dublin, s'appelle je crois « I'm not there » ou « This is not me ». Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans une posture, là encore, j'avais fait un entretien avec lui, et il est là à dire « Ah ouais, non, mais j'aurais bien aimé en fait être peintre, puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la musique ». Enfin, une espèce de position comme ça, extrêmement déceptive, et où il disparaît, pour laisser à la place, devant et au premier plan, ces personnages qu'il a inventés, qui sont des personnages secondaires de l'histoire de l'art, et il va faire ce truc excessivement pervers, c'est-à-dire que les toiles produites par ces personnages vont se retrouver exposées au musée et vendues évidemment par sa galerie.
Mais qu'est-ce que vous achetez lorsque vous achetez cet objet-là? Est-ce que vous achetez une œuvre de Rodney Graham ou est-ce que vous achetez une œuvre de ce type qui, dans les années 60, s'est vaguement illuminé par une exposition de Maurice Louis, s'est mis à bricoler des trucs, hein, ou faire des sculptures avec des cure-pipes qu'il arrose de peinture? Vous voyez bien que ces objets-là qui se retrouvent infiltrer le musée sont absolument fondamentaux parce qu'ils reprennent totalement et ils retournent totalement la fiction qui a elle-même été retournée par le musée un petit peu avant. Alors, cette idée du musée piégé, je conclus là-dessus, hein, c'est quelque chose qui évidemment déjà en germe dans un certain nombre d'autres cas dont j'ai absolument pas le temps de parler ici, notamment chez IFP, hein, Information, Fiction, Publicité, où les œuvres sont des espèces d'objets transactionnels et des éléments de communication qui viennent meubler le musée pour poser la manière dont le musée fonctionne comme espace transactionnel. Mais il leur manquait encore, pour que ça fonctionne à plein, que l'histoire de l'art se trouve forcé de reconnaître aussi ces personnages secondaires, cette espèce de galaxie de losers, hein, qui, alors ça c'est IFP, mais cette espèce de galaxie de losers et de mauvais peintres, hein, qui est constituée par la succession de personnages de Graham, qui lui-même s'inclut là-dedans, puisqu'il avait fait à New York, il y a quelques années, une exposition qui s'appelait Wet on Wet, My Early Late Style, où en fait il disait, voilà, je me suis mis à la peinture, mais c'est trop tard pour devenir un peintre, mais quand même j'aime bien. Donc voilà, où vraiment lui-même, en tant qu'artiste, se déconsidère totalement pour devenir une espèce de mauvais peintre qui a quand même envie de faire de la peinture et de la vendre. Donc ça c'est Rodney Graham jouant le personnage de Rodney Graham en train de peindre. Et donc vous voyez bien comment le fait que ces peintures-là se retrouvent progressivement à l'intérieur du musée produit cette chose très étrange, c'est-à-dire que la photographie, cette photographie-là, exactement comme la carte postale, hein, chez Marcel Brotars au moment où il inaugure le musée, ne s'attaque pas tellement à la fiction. Au contraire, elles reprennent la main sur la fiction, elles renversent le dispositif, elles font de l'œuvre un élément un petit peu secondaire, un petit peu accessoire, elles font du document un espace signifiant, ce qui devrait informer les images et nous donner le contexte, et en réalité le centre du travail. Ça montre finalement, et ces choses-là montrent finalement combien les œuvres sont aujourd'hui devenues finalement les accessoires du décor qu'est devenu le musée. Je vous remercie.